Professeur Aubert, vous êtes cardiopédiatre et chef de service de cardiologie pédiatrique et congénitale à l'hôpital de la Timone. Avec professeur Virginie Fouillou, chirurgien cardiaque congénitaliste, vous coordonnez au sein du service le centre de compétences M3C pour les malformations cardiaques congénitales complexes. Et suite à la 15e journée maladies rares, merci beaucoup, professeur Aubert, d'être au rendez-vous pour nous parler de ce centre expert, centre de compétences pour la prise en charge de ces maladies rares, du fœtus à l'adulte. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous parler de sa constitution ? Oui, certainement. Merci tout d'abord de me donner l'occasion de présenter notre service. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à la Timone, à Marseille, nous avons toujours, depuis de nombreuses années, été très présents dans la prise en charge des enfants avec cardiopathie congénitale. Nous avons en effet eu la chance d'avoir d'excellents chirurgiens dans le passé, avec le professeur Robert, le professeur Métra, qui ont vraiment pu initier une prise en charge très complète et très adéquate de ces enfants atteints de malformations cardiaques congénitales. Ce qui fait que en 2005, quand il y a eu le début donc des plateformes maladies rares avec labellisation, notre centre a pu se présenter et a pu être nommé centre de compétences pour le traitement des malformations cardiaques congénitales. Ensuite, en 2014, lors de la nouvelle labellisation, 2014 correspond au moment où j'ai repris la chefferie de ce service. J'ai pu redéposer le dossier pour donc être encore nommé centre de compétences. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez été la coordinatrice. J'ai été la coordinatrice de ce centre. Et le professeur Fouilloux, qui est un peu plus jeune que moi, m'a depuis quelques années rejoint dans cette tâche. Pour la chirurgie. Voilà, pour la chirurgie. Merci beaucoup. Et il y a donc différents types de malformations cardiaques congénitales complexes. Est-ce que certains sont un peu plus fréquents que d'autres ? Alors, il faut savoir que les malformations cardiaques congénitales sont extrêmement fréquentes. C'est à peu près 1% des naissances vivantes. Donc, du coup, ce n'est pas une maladie rare. Par contre, il y a un très grand nombre de malformations différentes. Et donc, individuellement, certaines de ces malformations particulièrement complexes sont beaucoup plus rares et donc appartiennent à ces maladies rares. Je donne d'abord quelques chiffres. Dans l'ensemble de notre activité, il n'y a qu'à peu près 11% qui est consacré aux malformations cardiaques complexes. Par contre, si on regarde l'activité en hospitalisation, évidemment, ces malformations complexes représentent beaucoup plus, et cela représente jusqu'à 40-45% de notre activité. Alors oui, certaines malformations cardiaques congénitales complexes sont plus fréquentes que d'autres. Je peux citer par exemple la tétralogie de Fallot, qui est bien connue ici à Marseille parce que M. Fallot exerçait à Marseille, donc c'était un anapathologiste qui donc a décrit la tétralogie de Fallot. Et donc celle-là est un peu plus fréquente. Il y a aussi une autre malformation qu'on appelle la transposition des gros vaisseaux, par exemple, qui est plus fréquente, qui fait partie des malformations cardiaques complexes, mais qui est relativement fréquente. À Marseille, par exemple, on a entre 10 à 20 naissances par an d'enfants avec transposition des gros vaisseaux. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et quelle est la part de la génétique des formes familiales dans ces maladies ? Alors aujourd'hui, au fait, la plupart des malformations cardiaques congénitales, en particulier les complexes, ne sont pas expliquées génétiquement. Donc on n'a pas de modèle génétique, on n'a pas de gène trouvé comme responsable. Aujourd'hui, c'est moins de 5% des malformations cardiaques pour lesquelles on a vraiment un gène
démontrés. Alors, soit dans un contexte syndromique, par exemple la trisomie 21 ou la microdélétion 22q11, qui s'appelle aussi syndrome de Dijorge, mais ça représente malgré tout une minorité. Ce qui veut dire qu'une grande majorité de nos enfants avec malformation cardiaque congénitale, y compris les complexes, n'ont pas d'explication à ce jour de leur malformation. Merci beaucoup. En ce qui concerne le parcours du patient, votre service a des outils et des techniques avancées pour le diagnostic clinique et les interventions. Et il y a parfois aussi besoin suite à ce que vous avez dit, quelquefois vous faites une analyse aussi au niveau génomique. Alors donc justement, aujourd'hui, comme je vous ai dit précédemment, la grande majorité des enfants cardiaques, nous n'avons pas d'explication. Et pourtant, il y a des enfants, il y a des familles où clairement, on se rend compte qu'il doit y avoir quelque chose de génétique. Pourquoi? Soit parce que plusieurs membres de la famille ont des malformations cardiaques, ou parce que l'enfant présente d'autres malformations non cardiaques associées à sa malformation cardiaque. Un bilan génétique classique est effectué chez ces patients, mais très souvent, il revient négatif. Dans ces cas-là, il y a une vraie indication à effectuer une analyse génomique, et aujourd'hui, nous avons au niveau national des RCP qui nous permettent de présenter ces patients-là, donc soit parce qu'il y a plusieurs membres de la famille qui sont atteints, ou parce qu'il y a d'autres anomalies. Donc nous donnons l'impression qu'il existe une cause génétique. Et donc nous présentons à ce moment-là ces dossiers en RCP, en présence de plusieurs experts, cardiologues, pédiatres et aussi généticiens, pour une éventuelle analyse génomique au niveau des plateformes nationales. Une analyse de tout le génome. Exact. Et vous êtes centre de recours, donc avec des techniques avancées, invasives et non invasives. Par exemple, vous avez un plateau pour les tests d'effort. Vous intervenez aussi en collaboration pour la transplantation cardiaque. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces techniques ? Oui, en effet. Donc, comme je vous ai dit, depuis toujours, la Timone a été un endroit où nous étions très avancés dans tout ce qui est technique invasive de traitement, soit par chirurgie ou par cathétérisme interventionnel. Depuis peu, nous avons également pu avancer dans des techniques d'investigation moins invasive, par exemple par la plateforme d'effort. En effet, aujourd'hui, on sait qu'il est extrêmement important de pouvoir analyser l'adaptation des enfants, donc de leur cœur, mais aussi des poumons et des muscles, à l'effort, parce que cela nous permet de mieux les guider dans leur vie et de mieux les aider dans l'activité physique qu'ils peuvent et qu'ils doivent faire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important, non seulement pour leur qualité de vie, mais aussi pour leur espérance de vie. Donc oui, ces plateaux techniques, comme le plateau d'exploration cardio-respiratoire à l'effort, sont vraiment des avancées majeures qu'on a pu développer ces dernières années. Après, vous avez parlé d'autres techniques invasives. Une technique très invasive, thérapeutique, de traitement, plutôt dirons-nous, c'est la transplantation cardiaque. Alors à la Timone, cette transplantation cardiaque, même si au départ elle est générée par notre service, aujourd'hui elle est gérée par une plateforme spécifiquement dédiée à la transplantation des organes solides. Donc cette plateforme est très spécifique et nous permet vraiment d'assurer un suivi à la pointe de ces enfants ayant bénéficié d'une transplantation, et surtout de prendre en charge tous les différents aspects qu'impose le suivi de la transplantation, le suivi des différents médicaments,
et la vie quotidienne de ces malades qui nécessitent un suivi très, très, très particulier. Oui, très important. Oui. Et vous travaillez en équipe pluridisciplinaire, et notamment avec l'organisation de réunions de concertation pluridisciplinaires, ou RCP, que vous avez mis en place au niveau régional. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? En effet, ici à Marseille, nous sommes le seul centre de la région PACA-Corse qui donc prend en charge complètement les enfants avec tous les aspects interventionnels. Donc c'est le seul centre qui fait de la chirurgie cardiaque congénitale et qui fait du cathétérisme cardiaque congénital et pédiatrique, diagnostique et interventionnel. Donc dans ce contexte-là, nous recevons des patients de toute la région, Nice, Nîmes, Arles, la Corse, et même certains patients de Montpellier. Donc pour fluidifier et pour faciliter les échanges avec nos différents collègues, nous avons des RCP hebdomadaires que nous tenons le lundi, qui nous donnent l'occasion déjà au sein de la Timone de notre service de nous réunir avec d'autres spécialités, en particulier les anesthésistes, les chirurgiens, mais qui font vraiment partie de notre équipe, mais aussi les radiologues, et puis avec tous les médecins des autres centres, donc les médecins référents, que ce soit de Nice, que ce soit de Nîmes et tous les autres centres que je vous ai cités. Alors, je pense que le Covid nous a bien aidés, puisqu'avant, nous tenions ces réunions présentielles, ce qui était quand même un peu compliqué. Aujourd'hui, avec la facilité de faire ces réunions en visio, c'est évidemment beaucoup plus simple et nous avons ces réunions maintenant un rythme hebdomadaire. Et ça marche très bien. Les gens qui veulent se connectent et présentent leurs patients et nous pouvons en discuter avec tout le monde autour d'une table virtuelle, certes, mais une vraie table de discussion. Avec un compte-rendu. Avec un compte-rendu qui figure, alors pour les patients qui sont connus à la PHM et qui ont donc un dossier à la PHM, ce compte-rendu de RCP figure dans leur dossier. Pour les patients qui ne sont pas encore connus à la Timone, par exemple, qui sont de Nîmes, c'est le référent qui est fait un compte-rendu qui tient dans son dossier, mais qui sera à ce moment-là disponible lorsque le patient viendra chez nous. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, votre centre de compétences, comme les autres centres de référence ou de compétences, fait partie d'un réseau national. Donc, vous êtes affilié à la filière cardiogène, vous êtes rattaché au centre de référence coordonnateur de Necker, vous êtes aussi en lien avec des associations comme Petit Cœur de Beurre. Ceci, tout ce que je dis, c'est pas exhaustif. Vous êtes impliqué dans d'autres réseaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et aussi nous parler d'une action en cours ou en projet? Oui, alors évidemment, on travaille beaucoup avec déjà au niveau local d'autres centres de compétences et de référence. Je vais citer en particulier les différents centres de référence du professeur Chabrol, en particulier donc les affections neuromusculaires qui peuvent également toucher le cœur, et donc nous avons vraiment une action importante au niveau de ce centre de référence. Même chose au niveau des maladies neurométaboliques. Là aussi, nous sommes impliqués au quotidien. Il y a également les centres de compétences des maladies respiratoires dans lesquels nous sommes fréquemment invités à coopérer. Il y a également le centre de référence du docteur Laurence Ball, consacré aux Marfan et maladies associées. Et j'en oublie, mais il y en a d'autres avec lesquels nous travaillons très fréquemment. Au niveau national, nous sommes évidemment, il y a la filière de soins cardiogènes, mais nous avons d'autres sociétés savantes et d'associations qui, elles aussi, vont se consacrer, vont essayer d'améliorer tout ce qui est filière
enfin peut-être un peu moins les soins, mais en tout cas les aspects d'enseignement et de recherche. Et en particulier, je travaille et notre centre travaille beaucoup avec la Société française de cardiologie, plus particulièrement la filiale de cardiologie pédiatrique et congénitale, donc la FCPC. Nous collaborons avec la Société française de pédiatrie et au niveau international avec l'Association européenne de cardiologie pédiatrique. En termes de projets, au niveau local, oui, nous avons des projets qui témoignent d'une excellente collaboration entre donc nos différents centres de compétences et de références locaux. Je cite par exemple la CINC. La CINC, c'est la clinique d'investigation neurocardiologique qui est sous forme d'hôpital de jour. Il s'agit d'une collaboration donc entre le service de cardiologie pédiatrique et congénitale et le service de neuropédiatrie du professeur Chabrol. Plus particulièrement au sein du service du professeur Chabrol, c'est le docteur Desnoux qui s'occupe de cet hôpital de jour. Le but étant de bien suivre, dépister chez les enfants avec cardiopathie congénitale, des troubles du neurodéveloppement. En effet, on sait que ces enfants sont plus à risque de troubles du neurodéveloppement. L'important, c'est donc de bien les dépister pour pouvoir bien les accompagner. Nous avons donc récemment mis en place cet hôpital de jour avec donc consultation neuropédiatrique et suivi psychomoteur, diététique, psychologique pour ces enfants avec cardiopathie congénitale. C'est là une première en France et nous en sommes très fiers. Nous avons également un autre projet local qui est de proposer une réhabilitation à l'effort des enfants avec maladies neurométaboliques. Là aussi, c'est basé sur une collaboration étroite entre notre service de cardiologie pédiatrique et congénitale et le service des maladies neurométaboliques du professeur Chabrol. Voilà 2 beaux projets qui sont uniques en France et dont nous sommes très fiers. Ben, vous avez raison, c'est des super innovations pour vos patients. Au niveau de l'innovation justement et plus sur le pan recherche, donc je sais que vous êtes affilié à l'équipe génétique et développement des malformations cardiaques de Dr Stéphane Zafran au MMG et que vous participez à la recherche clinique avec notamment un PHRC, neurocardio justement, en cours. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu ce PHRC ? Alors, je peux vous parler des 2 projets, des 2 axes. Donc, Oui. il y a en effet, je suis affiliée au laboratoire du docteur Zafran de M. Zafran depuis plusieurs années. Alors, notre projet principal consiste à créer une biobanque d'ADN des patients, toujours dans un but donc de mieux comprendre la génétique des cardiopathies congénitales. Comme je vous ai dit avant, nous avons encore beaucoup de questions et pour beaucoup de patients, nous ne connaissons pas encore les mécanismes génétiques. Donc pour le moment, nous stockons l'ADN des patients cardiaques et de leurs parents pour pouvoir faire des recherches en analysant le génome, mais aussi en allant plus loin avec l'équipe de M. Zafran, en testant des hypothèses génomiques, en créant des modèles sur un animal ou des modèles cellulaires. Donc, alors on s'est beaucoup jusqu'à présent consacré sur la maladie de Fallot, qui est une maladie qu'on aime bien ici à Marseille. Donc il y a des recherches qui sont en cours autour de ça et nous espérons bien pouvoir arriver à des conclusions rapidement. Nous consacrons également à d'autres cas cliniques intéressants quand ils surviennent et nous avons réussi déjà pour plusieurs patients à trouver des nouveaux gènes. Donc la recherche reste très active. En ce qui concerne les PHRC neurocardio, oui, ils sont là. Il y a un PHRC, il y a aussi un AORC.
Ils ont été initiés par le docteur Desnoux, dont je vous ai déjà parlé, neuropédiatre, au sein de l'équipe du professeur Chabrol. Ce sont des projets qui intéressent la neurocardio. Je vous ai dit, comme c'était important d'analyser aujourd'hui le neurodéveloppement des enfants cardiaques, mais il est important aussi de comprendre pourquoi et quels sont les facteurs qui influencent le développement neurocognitif des enfants avec cardiopathie. Et c'est à ça que se consacrent ces deux études pour étudier ce qui influence donc les anomalies, par exemple l'âge au moment de l'opération ou le poids de l'enfant, enfin plusieurs facteurs sont analysés. Ces études essayent également d'analyser l'impact de certaines stimulations de l'enfant sur ce développement. Donc ce sont des études qui sont en cours, nous avons commencé à recruter des patients et voilà, donc on espère bien que rapidement nous allons pouvoir donner des résultats. Voilà, avancer dans la recherche pour avancer encore plus dans ce parcours de soins. Merci beaucoup. Donc pour les avancées thérapeutiques que vous attendez, vous nous en avez déjà parlé. Est-ce que vous voulez refaire un petit bilan sur ce que vous espérez Exactement, donc je pense que comme je vous l'ai bien montré dans tous les projets de recherche, et nous travaillons sur la meilleure compréhension des cardiopathies par les analyses génétiques qu'on va développer, mais aussi sur la meilleure compréhension d'après, donc du développement en particulier neurocognitif. Donc vraiment, je pense que quand on comprendra mieux comment on peut améliorer, on pourra mieux traiter les patients et donc améliorer leur qualité de vie. Et c'est vraiment ça qu'on veut aujourd'hui, c'est améliorer la qualité de vie. Dans ce contexte de qualité de vie, la réhabilitation à l'effort est évidemment également un facteur important. Et donc aujourd'hui, nous travaillons beaucoup là-dessus pour essayer de mieux analyser les capacités à l'effort et pour mieux les accompagner dans leur réhabilitation à l'effort. Après, une autre voie dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais qui est très active dans la recherche cardiologique dans notre domaine, ce sont toutes les avancées au niveau valvulaire. Dans beaucoup de malformations cardiaques, on est amené à remplacer des valves, souvent aujourd'hui par chirurgie, avec le problème que ces valves remplacées chirurgicalement ne survivent pas toute la vie, donc on est souvent amené à devoir remplacer très souvent ces valves, ce qui veut donc dire plusieurs opérations. Depuis 10-20 ans, les progrès en cathétérisme cardiaque sont constants pour essayer de trouver des alternatives au remplacement chirurgical de ces valves. Et là, donc, c'est vraiment aussi un terrain très actif auquel, évidemment, nous essayons de participer de la façon la plus active possible. Merci beaucoup, professeur Auvert, pour toutes ces explications. On voit combien votre travail s'intègre aussi avec un objectif pluridisciplinaire. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaitiez ajouter aujourd'hui ? On a déjà beaucoup parlé, on a déjà beaucoup dit. Je dirais que, pour résumer tout ça, aujourd'hui, on arrive à bien soigner l'enfant. Donc la plupart des enfants avec cardiopathie congénitale survivent. Aujourd'hui, notre vocation, notre but, c'est de faire en sorte que cette survie soit de meilleure qualité. Donc c'est surtout aujourd'hui la qualité de vie qui nous importe, et toute la recherche aujourd'hui est basée là-dessus pour améliorer la qualité de vie des enfants, mais aussi de leur famille, de leur fratrie. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais dire. Eh bien, merci encore. Et puis, votre service et centre ont aussi des sites web dédiés à la PHM et sur Cardiogène, si les personnes veulent davantage d'informations. Et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, Madame Gisard.